Merci à Charles de m'avoir donné cette occasion. On s'est rencontrés dans les couloirs de la Pitié-Salpêtrière, parce que je suis professeur des universités à Paris Diderot, mais je ne suis plus à la Pitié, parce que j'ai été muté pour ma partie hospitalière au CHU de Rouen, en Normandie, d'où je suis originaire, et pour mon plus grand plaisir, mais je ne vais pas m'étaler sur les conditions de l'assistance publique et les travails là-bas. Ça me fait très plaisir, parce que j'interviens dans un domaine que je ne connais absolument pas. J'ai appris plein de choses depuis ce matin. Je vois que vous manipulez du nickel-titane comme nous, que vous avez des problèmes de température buccale comme nous, et finalement on a les mêmes problèmes. Je crois d'ailleurs qu'on s'est inspiré de vos travaux pour aller travailler dans les canaux. Mais je voulais surtout pas rentrer dans le nickel-titane, d'abord parce que c'est pas ma spécialité, et mon activité de recherche est essentiellement exclusivement basée d'ailleurs sur la pulpe, sa régénération, son maintien de la vitalité et tous les ennuis qu'elle peut nous causer. Et il m'a fallu trouver un peu une voie de passage pour que vous vous endormiez pas. Et je suis allé dans une littérature qui m'était assez inconnue. Enfin, pas complètement quand même, mais qui m'était pas familière, on va dire. Et donc, je me suis retrouvé à lire des journaux Engel, des trucs de 1939, parce que finalement, des papiers qui sont pas faciles à retrouver, mais je voulais absolument retrouver, parce que j'aime bien aller voir ce qu'il y a dans la substantifique moelle des articles. Et ce sont des papiers très anciens. Et en fait, je me suis aperçu que sur ce sujet, eh bien, c'était il y a longtemps qu'on s'en était intéressé, et il n'y a plus rien qui se fait, mais vraiment très très peu de choses en recherche. Alors vous allez voir des vieux papiers qui ressortent. Et par contre, je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est que les papiers en recherche, le peu que j'ai lu en orthodontie, sont très courts. Et ça, je me demande si je vais quand même pas m'y mettre à publier dans vos journaux, parce que ce sont des papiers qui vont droit au but. Il y a une question, une réponse, et c'est clair et net. Et j'ai pris un vrai plaisir à aller dans cette littérature, alors qui va peut-être vous être mal connue, moi qui m'étais vraiment inconnu. Et j'ai essayé de vous faire une synthèse un peu des problèmes que vous créez en endodontie, et puis ceux que nous, on va vous créer à partir depuis 2-3 ans. On fait de la régénération, et je pense que ça va vous poser quelques petits soucis. Et bien pour une fois, ce sera à vous de vous adapter à nous, et puis nous à vous adapter à vous. Alors, la première chose, donc, la question que je me suis posée, c'est quelles sont ces fameuses répercussions? Parce que, effectivement, un patient, quand on lui dit une dent, c'est une dent. Mais quand on commence à lui dire, vous savez, il y a l'orthodontiste, le parodontiste, l'endodontiste, le restaurateur, il me dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce truc-là? La dent est un organe qui est très complexe. Et donc, il a fallu que, pour que ça ait du sens aujourd'hui, que j'aille voir un petit peu quelles étaient les influences dans un sens et peut-être dans l'autre. Et donc, je vais essayer j'ai essayé de voir si les mouvements, les forces que vous appliquez ont des répercussions pulpaires. Et je vais vous montrer un moment où mon ignorance dans l'orthodontie, puisque pour moi c'était la téléradiographie, l'analyse de la téléradiographie et la taille des modèles sur les fameux tailles plates, c'est ce qui me reste de l'ortho en 1994, et bien finalement ça a été le fait que j'ai des lacunes en orthodontie m'ont empêché d'aller plus loin dans ma recherche, et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas aller un petit peu plus loin après et me mettre en contact avec des spécialistes de la discipline. La deuxième chose, c'est bien voilà, les résorptions. Vous savez qu'il y en a. Alors, on les découvre souvent après les traitements d'orthodontie, mais moi, ma question, c'était de dire, est-ce que c'est vraiment le traitement d'orthodontie qui l'implique, ou est-ce qu'elle ne fait que réveiller quelque chose qui sommeille au sein du patient? Et puis, quel type de résorption, finalement, iatrogène, vous pouvez être responsable? Et il y en a quelques-unes. Alors c'est un peu facile aussi, vous êtes notre bon souffre-douleur, parce que quand on ne sait pas, on dit vous avez un traitement d'orthodontie? Oui, ah bah voilà, il ne va pas falloir chercher loin, et quelque part, je sais intimement que ce n'est pas le cas dans les 3/4 du temps, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux patients? Il faut bien qu'on lui dise quelque chose pour qu'il sorte du cabinet. Donc après, on vous le renvoie. Et puis l'ortho et la traumato, puisque vous travaillez exclusivement sur des jeunes patients, et nous on les reçoit, et parfois on travaille en collaboration. Alors on avait les traitements d'aplexification de la dent immature, où il fallait laisser l'hydroxyde de calcium pendant tout le traitement. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un trauma qui intervient pendant le traitement? Et inversement, est-ce que vous pouvez faire un traitement sur une dent qui a été traumatisée? Et est-ce que ça a une influence ou pas?
Et puis enfin, et c'est là où là où je serai forcément le plus à l'aise, c'est les nouvelles procédures que l'on développe. Et alors elles vont pas non plus révolutionner l'endodontie, rassurez-vous, mais on est en train de fabriquer de la régénération à l'intérieur du canal. Et quelque part, est-ce que on commence à avoir ces jeunes en fait qu'on a traités il y a 4-5 ans et qui arrivent en âge d'être en traitement d'orthodontie. Et là, j'ai une question, moi, c'est de dire, est-ce que l'orthodontiste peut tirer sur ses dents, les tourner, les torquer, je sais pas trop quoi faire, mais vous allez voir que c'est pas si simple. Alors, tout d'abord, avant de rentrer là-dedans, je voudrais remettre l'endodontie dans sa vraie position. Parce que si vous êtes orthodontiste, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un traitement canalaire, pour la plupart d'entre vous, et que, en général, on n'a pas un très très bon souvenir. Quand on quand on glisse vers l'orthodontie, c'est qu'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, et l'endo en faisait largement partie. Sauf que ce que je voudrais vraiment... la chose sur laquelle j'insiste, c'est que mon métier d'endodontiste que j'aime, que je vis avec passion, pour ceux qui me connaissent, c'est pas que le traitement canalaire, c'est pas que le bourrage de la gutta. Et le problème, l'endodontie, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre rôle, c'est de protéger l'os sous-jacent, celui sur lequel vous travaillez au niveau des bases. J'ai vu qu'il y avait des calculs d'angle Gognac, 2,4 degrés, des verrous avec des inches, des 0,02. Et quelque part, nous, notre problème, c'est ça, là. C'est que le canal, c'est la seule voie de passage des bactéries de la bouche, qui est une flore commensale, vers l'os. Et donc, notre responsabilité, c'est d'éviter que les bactéries aillent là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est des égoutiers, on ne fait que fermer des portes, on évite la fuite, et cette fuite, on va la bloquer dès le départ, quand on a une exposition pulpaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le coiffage pulpaire, je pense que ça vous parle un petit peu, moi j'espère. Aujourd'hui, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour éviter de rentrer dans les canaux, et ça, c'est ma grosse activité de recherche, c'est est-ce que la pulpotomie camérale, c'est-à-dire le coiffage pulpaire à l'entrée de ces canaux, a du sens? Je reviendrai dans 2 ans si vous le donnez bien, parce que l'étude est en cours. Et puis, de temps en temps, on est obligé d'aller fermer la porte en bas. Donc l'endodontie, c'est vraiment ça, ce n'est pas uniquement le traitement canalaire. Alors, maintenant, au départ, le canal, il y a de la pulpe dedans. Et cette belle pulpe que j'ai prise en photo avant de l'assassiner, ce jour-là, finalement, c'est est-ce que les forces que vous appliquez sur la dent ont une répercussion? On sait que les odontoblastes sont des cellules qui fabriquent la dentine, ce sont des cellules immunocompétentes, elles captent les informations, mais ce sont surtout, et aussi, des cellules mécanosensorielles. C'est-à-dire que toutes les forces qui sont appliquées à la dent ont l'odontoblaste le sait. Alors après, on ne sait pas trop ce qu'il en fait, mais au moins on sait qu'il y a une force. Alors quand le problème auquel j'ai été confronté dans l'ignorance qui est la mienne en orthodontie, c'est qu'une force, il y en a plusieurs. Vous avez les forces de rotation, les forces de torque, les forces de traction, les forces de... Et finalement, toutes ces forces ne vont pas se comporter de la même façon. Et elles ne vont pas se répercuter, elles ne vont pas avoir les mêmes répercussions. Et donc, se limiter finalement aux répercussions purement pulpaires, c'est à mon avis très très restrictif. Parce que je pense que vous êtes beaucoup plus conscient et concerné par les répercussions sur le ligament. Ça vous parle. Mais la pulpe, il y en a aussi. Et on les connaît très très mal. Et je suis retourné dans un vieux livre que m'avait donné Pierre Machtou. Ne me dites pas... Faites pas dire que j'ai pas dit que Pierre Machtou était vieux, mais il a accès à des vieux livres et il m'a redonné ce vieux livre. Donc c'était la 3e édition. Aujourd'hui, on en est à la 6e. J'ai eu le plaisir de publier là-dedans. Et c'est un livre de 500 pages sur la pulpe. Alors, vous voyez que c'est pas gagné pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Et bien finalement, qu'est-ce que disaient Selzer et Bender? C'était un peu les Dupont et Dupont de l'endodontie et de la pulpe aux États-Unis. Eh bien, c'est que à partir du moment où vous faites un mouvement, vous déplacez les apex. Et souvenons-nous que l'irrigation, l'innervation dans la dent, elle arrive par l'apex. Et donc à partir du moment où vous vous déplacez, et je pense que c'est le mouvement que vous impliquez à ces dents, la force avec laquelle, moi des fois je vois les dents bouger en 6 mois, c'est très impressionnant pour nous, de voir ces dents. Tout à l'heure j'avais un patient en 6 mois là, avec le 0.0208, je n'ai pas tout bien compris, mais vous dites en 6 mois on voit l'incisive qui est à sa place, non, il faut quand même que ça suive au niveau du parodonte. Et donc ce qu'ils ont réussi à montrer à l'époque sur des animaux, des furets, eh bien c'est que l'irrigation, elle est un chouïa perturbée quand même. Eh bien, mettez-vous en hypoxie pendant quelques mois, vous allez voir qu'on n'est pas en super forme. Si vous n'êtes pas le champion du monde de l'apnée, comme notre consoeur Alice Modolo, eh ben, on a quand même besoin d'un petit peu d'air pour respirer. On a aussi, ils ont montré qu'il y avait une altération du stimuli sensoriel. C'est normal, les fibres alpha, elles rentrent là.
elles rentrent là. Et donc, finalement, on les déplace, on tire un peu dessus. Quand vous faites de la chirurgie orthognatique, je crois que le docteur Desfresnes, il a opéré mon ex-femme, elle m'a dit, mais je sens plus mon menton. Je dis, c'est normal, ça va revenir. Et combien de temps? Oula, ça, faut voir avec lui. Bon, elle s'est adaptée, hein, je ne sais pas s'il est là, le docteur Desfresnes, je ne le connais pas visuellement, c'est vous. Voilà, elle est très contente du résultat, mais un peu le punching ball. Bon. Mais je lui ai dit que c'était normal et tout va bien. Eh bien, ça c'est pareil, quand on tire sur un quand on tire sur un nerf, on le modifie, il se passe quelque chose. C'est comme si vous dénuez des fils. Toucher des fils dénudés, ça fait quelque chose quand même. Eh bien là, on modifie la sensation. Voilà. Et la dernière chose, eh bien, c'est que si vous intervenez sur des jeunes, parce que, alors maintenant, je crois que la limite c'est 16 ans, mais quand j'ai commencé à travailler avec Wassil, c'était 12 ans, on envoyait les DEP à 11 ans et 364 jours, et presque on allait les mettre dedans, et les dents, elles sont un peu immatures encore, pour la plupart. Eh bien, c'est pareil, la communication, cellules souches apicales, papilles apicales, gaine épithéliale de Hertwig, peut-être un petit peu loin de ça, mais c'est de là qu'ils viennent les odontoblastes. Bon, allez leur tirer dessus, eux, ils n'aiment pas. Eh bien, tout ça, ça crée des modifications, mais pour le coup, on n'est pas trop sûr de ce que ça fait. On a identifié les problèmes physiologiques, cytologiques, cellulaires, etc., mais on ne sait pas trop ce que ça fait. Alors, sur le plan sensoriel, il y a des gens qui sont amusés à aller faire des tests au chaud, tests au froid, tests électriques, etc. Et c'est très intéressant parce qu'ils sont aperçus que, alors là, je ne sais plus combien de patients, que le test au froid et le test au chaud, ils répondaient très très bien, et les tests électriques, les dents, elles ne répondaient plus. Mais elles ne répondaient plus, surtout dès que vous appliquiez une force. Parce que j'ai remarqué sur mes enfants, quand ils tournent le truc, pendant 2 jours, elles sont quand même un peu secouées, au moins elles me foutent la paix, et puis après, c'est comme s'il ne se passait plus rien. Donc il y a vraiment un moment où vous activez, et là il y a une perte sensorielle. Parce que je pense que le mouvement est assez brutal, je l'imagine comme ça, je ne suis pas du tout un expert, et bien à ce moment-là, il y a une modification sensorielle. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont juste démontré que faut pas faire de test électrique parce qu'il n'est pas fiable. Eh bien, rassurez-vous, les endodontistes qui ont clamé que le test électrique était le meilleur des tests, aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire qu'il faut le foutre à la poubelle. J'espère qu'ils ne vendent pas d'électrique pulp tester, mais voilà, c'est un test qui n'est pas fiable. Mais ça veut dire quand même qu'on modifie l'activité sensorielle. Alors maintenant, au niveau des cellules, eh bien, et je me souviens quand j'étais en Angleterre, il y avait un monsieur, il avait travaillé là-dessus, il appliquait des forces avec des ressorts sur des tranches de dents. Eh bien, les odontoblastes, il y a une forme de dégénérescence des odontoblastes. Les odontoblastes meurent. Et c'est embêtant parce que c'est quand même les seuls qui fabriquent de la dentine. Voilà. Ils ne vont pas créer une pathologie dessous, mais on voit qu'il y a une disparition de ces odontoblastes. Et la pulpe continue à vivre. Je ne suis pas rentré dans l'histologie, ça m'a démangé, mais j'y suis pas allé quand même. Mais les odontoblastes, c'est une partie à part de la pulpe. C'est pas parce qu'ils meurent que la pulpe va mourir. Mais par contre, quand ils dégénèrent, on ne sait pas trop ce qu'ils donnent. Et une des hypothèses qui m'est venue, je n'ai pas de fait là-dessus, c'est que peut-être que cette dégénérescence activerait une voie ostéoclastique qui vient par la circulation sanguine et qui déclencherait, je vous le donne en mille, des fameuses résorptions internes, dont on ne connaît absolument rien. Mais il faut qu'à un moment donné, on essaie de comprendre, parce qu'effectivement, la résorption interne, elle est souvent directement liée à un trauma ou à un traitement d'orthodontie. Et quelque part, et ce n'est pas du tout une offense que de vous faire, c'est que le traitement orthodontique est une forme de mini-trauma. Vous créez des mini-traumas. Alors, ils sont contrôlés et les résultats sont largement là pour dire que ça vaut le coup de les faire, mais ce trauma est contrôlé. Eh bien, les réponses vont être un petit peu les mêmes. Et donc, on a une atrophie cellulaire. Encore une fois, c'est-à-dire qu'en histologie, on voit qu'il y a des cellules qui ont un peu explosé, qui ont disparu, il y a des vacuoles au sein de la matrice extracellulaire. Ce sont des constats. On n'a pas d'explication, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'implication clinique pour qu'on aille plus loin dans les projets, mais c'est un petit peu, quelque part, c'est un petit peu dommage. Alors, une des explications, et qui n'est pas jeune, puisque c'est un papier de 1980 dans l'American Journal of Orthodontics, qui montrait que il y avait une modification de l'activité respiratoire des cellules par l'activation des forces. Et c'est là où, en fait, je suis un peu confus maintenant parce qu'il comparait les différentes forces. Il y a les forces labio-vestibulaires. Je ne connais rien du tout, mais je pense qu'effectivement, quand on déplace la dent dans un sens vestibulolingual, le résultat ne va pas être du tout la même que quand vous la tournez autour de son axe. Parce que finalement, autour de son axe, le foramen n'y bouge pas.
alors que quand vous déplacez le foramen, là vous tirez sur des vaisseaux qui vont s'adapter, parce que sinon on aurait des ischémies sur toutes les dents, déjà elles seraient toutes grises et puis elles se mortifieraient toutes, c'est que ce n'est pas le cas, mais on voit aussi qu'il y a des dents où il y a l'apex qui reste en place et puis la dent elle s'en va et à la fin on a des trucs qui nous pompent l'air quand on doit faire les traitements canalaires 20 ans après. Mais voilà, on voit qu'il y a une activité, alors lui, Amersky, là il disait il y a une baisse, une diminution de l'activité dentinogénétique. Alors c'est bizarre parce que nous on a plus tendance à avoir des dents qui se minéralisent des fois. Alors bon, ça j'ai pas bien compris, j'ai pas trouvé la résultante de tout ça. Et donc un autre papier, voilà, c'est ce fameux Labiolingual Expansion Appliance. Alors je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Et là, il montrait que, il y avait un mouvement spécifique au niveau du tiers apical qui augmenter la dégénération pulpaire parce qu'il y avait une modification de la circulation sanguine. Voilà. On est dans la microcirculation. Il y a un monsieur qui s'appelait Sigmund Kim, qui aujourd'hui fait de la chirurgie apicale, je trouvais que c'était plus rentable, mais qui s'est beaucoup intéressé à la microcirculation pulpaire. Et c'est très difficile parce qu'on est dans des accès compliqués, on est au milieu d'un tissu minéralisé. Donc pour faire de la vascularisation et de la circulation in vivo, techniquement c'est quand même particulièrement complexe. Et donc alors il disait, il faut, au moins pour ça, sur le plan ortho, je ne sais pas du tout si ça a du sens, mais lui il disait, laissez souffler la pulpe, c'est-à-dire plutôt que tirer fort d'un seul coup, allez-y en plusieurs à-coups. Mais il y a des papiers qui montrent qu'à ce moment-là aussi on active un certain nombre de formes de résorption en y allant saccader plutôt que de force d'y aller franco. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé, au bout d'un moment, je n'allais pas me les prendre un par un, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même 364, et je suis allé chercher une revue. Alors la revue, elle est un petit peu plus récente, je crois qu'elle est de 2015, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti les études, etc. En fait, la conclusion, ce qui est quand même le plus important de tout ça, parce qu'effectivement, il y a une modification de l'environnement, des cytokines, etc. Mais la vraie conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'études qui permettent de montrer de façon scientifique qu'il y a une véritable implication clinique. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle de tout ça, c'est que je viens de vous expliquer que vous détruisez la pulpe, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas de conséquences chez les patients, donc ne changez rien. Maintenant, par contre, vous en êtes un petit peu conscient. Mais peut-être que le fait de savoir, à un moment où vous avez donné un petit coup de torque, je sais pas, de 20, vous avez passé à 18 newtons, j'en sais rien, voilà. Mais je me dis des fois, quand on sait, ça permet aussi de comprendre des choses qui se passent et qui peuvent paraître un peu surprenantes. Donc, alors, quand on revient dans le dental pulp, et c'est là où je vous dis il y a une incompréhension par rapport au papier d'Albert tout à l'heure, c'est que lui disait on a une diminution de la dentinogénèse. Or nous, qu'est-ce qu'on constate? On constate au contraire qu'on a tendance, quand ça se passe mal, sur un trauma ou sur l'ortho, on a ce genre d'image qui est plutôt une augmentation de la minéralisation. Et donc on a des dents qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà, c'est-à-dire que ça c'était avant le traitement d'ortho. Et pourquoi une dent et pas les autres? Voilà, je ne sais pas. Et il y a ça dans mon exercice, j'en avais beaucoup. Maintenant que j'ai à nouveau un exercice normal de dentiste, c'est-à-dire à 2 jours et demi par semaine, j'en retrouve beaucoup et j'ai pas d'explication. Il n'est pas pour autant nécessaire d'aller faire le traitement canalaire, mais pourquoi cette dent, à la fin d'un traitement ortho, alors qui était relativement soft, c'était voilà, je crois que c'était de l'alignement pur ou je sais pas trop quoi, enfin j'ai pas bien compris, mais pourquoi cette dent a pris un coup comme ça? Alors est-ce qu'il a pris un coup pendant le traitement? Est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, moment où l'arc a été activé, il y a eu un choc sur la dent qui fait un micro-trauma? Je ne sais pas du tout, mais en toujours est-il, voilà, ce sont des choses un petit peu, que l'on retrouve et puis de façon assez spontanée et on n'a pas d'explication pour ça. La deuxième explication, deuxième observation que j'ai moi dans mon exercice clinique et qui est relativement récent et qui est, je pense, corrélé au développement des traitements d'orthodontie chez l'adulte. Parce qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus courant. Enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression de voir beaucoup plus de gens dans la rue avec des machins là, qu'il y en avait avant. Sauf que des fois, il les cache à l'intérieur, donc c'est sournois, mais... Eh bien, en fait, sur ces patients, on se retrouve avec ça, avec des pulpstones, des pulpolites. Et ça, on l'avait essentiellement chez les bruxomanes, chez les gens qui avaient des problèmes d'occlusion. Voici, il doit en voir quelques-uns. Eh bien, quand vous regardez, on a des formes de pulpolites qui sont assez violentes. Alors, pourquoi je vous parle de pulpolite? Parce que ça tombe bien, ça me permet de retomber sur quelque chose que je maîtrise à peu près, parce que ça fait 3 ans que j'essaie de comprendre d'où viennent ces pulpolites. Alors, ces pulpolites, nous, ils nous embêtent un peu, parce que c'est une
complication supplémentaire pour aller au canot. Alors quand on les sort, on est content, on fait des photos, etc. Mais quelque part, on se remarque une chose, c'est que ces minéralisations ne sont jamais attachées à la paroi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les odontoblastes ne sont pas concernés par ce truc-là. Donc ce sont des minéralisations internes à la dent, intrapulpaires. Et donc, moi, je m'y suis intéressé en me disant, mais finalement, est-ce que c'est de la dentine? Est-ce que c'est de l'os? Est-ce que c'est du caillou? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que les gens mangent des cailloux? C'est comme de la coquille d'œuf. Et donc, on est allé voir, en fait, c'est une structure qui est très proche de la dentine, mais qui est un petit peu de l'os. Alors, on trouve des structures tubulaires. Bon, il faut quand même être un peu perturbé pour regarder pulpolyte au microscope, j'en conviens. Hein. Je me soigne, 3 ans de psychanalyse maintenant, mais on arrive à publier là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des pics phosphocalciques qui sont proches de la dentine, mais qui n'en sont pas. Et donc, à partir de là, vous savez, quand on est en hôpital universitaire, on a un ego qui monte, il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, j'ai trouvé une hypothèse qui m'amuse, et de me dire que finalement, les cellules pulpaires à l'intérieur de la pulpe, qui ne sont pas des odontoblastes, hein, les odontoblastes, c'est une partie qui fabrique la couche de dentine. Et puis, il y a la pulpe à l'intérieur. Ces cellules, à mon avis, mon hypothèse de génie, le Genius Summit, c'est que... juste un petit aparté, en fait, quand j'ai fait le Genius Summit, je trouvais ça génial. Je me suis dit, on me prend pour un génie. J'arrive ce matin, j'apprends que c'est le nom d'un bracket, j'étais vachement déçu. C'est mon ego, on a pris après un coup. Je ne sais pas s'ils arrivent à traduire là-bas, peu importe. Non, mon hypothèse, c'est de dire que ces cellules pulpaires qui ont une origine embryonnaire, crête neurale, tout ça, alors ça n'a rien à voir avec le squelette, mais c'est la même origine embryonnaire que l'os facial, et bien de me dire que finalement ces cellules, elles savent minéraliser, mais elles s'en empêchent. Elles sont là très classe, il y a un phénomène d'inhibition. Et qu'est-ce qui va lever cette inhibition? Eh bien, c'est soit si on applique un biomatériau, donc ça c'est mon dada, le coiffage pulpaire, soit parce qu'on a un processus inflammatoire, les fameux bruxomanes ou les fameuses dents qui sont qu'on appelle l'irritation, l'irritation dentinaire avec je mets un amalgame, un composite, un IRM, et puis donc il y a tout ça. Et puis les bruxomanes, c'est-à-dire que les bruxomanes, il y a une stimulation mécanique qui est en fait une hyperactivation d'un mouvement orthodontique. C'est pas les mêmes, mais il se passe quelque chose. Et donc, souvenez-vous, l'odontoblast, il capte l'information. C'est pas qu'il en fait rien, il ne réagit pas forcément, mais il transmet l'information à la pulpe. Et donc, de cette inflammation, mais on pourrait mettre ici la force, éventuellement les contraintes mécaniques qui sont imposées par le traitement d'orthodontie, lève cette inhibition, stimule et provoquerait une minéralisation. Et c'est pour ça qu'on parle d'ostéodentine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Dentine, parce que c'est dans la dent, ça nous arrange, parce qu'on sait que ça n'en est pas finalement, et ostéo, parce que les cellules sont enfermées comme des ostéocytes dans de l'os. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la dentine ou pas? Peu importe, simplement c'est une réaction anormale et qui est à la limite de l'inflammation et de la mort cellulaire. C'est comme si les cellules s'enfermaient dans un sarcophage de minéral pour éviter de continuer à mourir. Donc, en gros, si on veut faire une conclusion de cette première partie, puisque j'ai 1h30 pour vous expliquer tout ça, donc on a le temps. Il est vert, lui. Déjà, il n'y a plus d'entrée pour le repas, je vous le dis tout de suite. Finalement, c'est quoi? Eh bien, l'impact sur les cellules pulpaires, il y en a une. Le problème, c'est qu'on ne la connaît pas. Il y a finalement une application clinique qui est modérée et faible. Par contre, ce que j'ai compris ce matin, c'est que vos concepts, vos techniques évoluent. Et ça, quelque part, il faut faire attention parce que le simple fait de changer un concept peut avoir des répercussions. La dent est un organe qui est très susceptible. Moi, je lui parle tous les jours très gentiment avant de l'anesthésier. C'est un organe qui est compliqué. Et bien, si ça ne lui plaît pas, elle va mal réagir. Et puis finalement, la littérature, ça intéresse plus personne en fait. Peut-être que j'ai une petite niche là, je vais peut-être y aller, mais bon, globalement, voilà. Donc, pas grand-chose. Simplement, il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Deuxième chose dont je voulais vous parler assez rapidement, les résorptions. Parce que ça, quand vous faites votre panneau post-traitement, on n'est pas super à l'aise. On dit, oh, c'est la déformation de la panneau, on a peut-être mal angulé. Non, non, ça se résorbe. Vous pouvez essayer, en endo, des fois, on fait ça, on met le cône un peu comme ça. Bon. Non, ça se résorbe. Est-ce que c'est un problème ou pas? Quand c'est là, ça va, mais quand c'est... Moi, j'ai vu 2-3 cas où c'est juste à ras de la gencive. Oui, c'est chaud quand même. Hein, et quelque part, c'est pas de votre faute. La seule chose qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir arrêté le traitement à temps. C'est la seule chose qu'un expert peut vous dire, c'est qu'il fallait arrêter le traitement.
ou au moins proposer d'arrêter le traitement. Et c'est pour ça que, et j'avais assisté à une conférence d'un orthodontiste il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années à la SFE, qui avait montré des cas comme ça, et lui, ça lui était arrivé une fois, ça l'avait vacciné, et donc il avait acheté un cône à radio là, pour faire des rétroalvéolaires, uniquement pour ça, c'est que pendant tous les traitements, tous les 6 mois, il faisait une radio rétroalvéolaire de l'incisive centrale. Et quand il voyait qu'il y avait un processus de résorption qui est entamé, au moins il avait le devoir d'informer le patient, et il arrêtait le traitement quand c'était nécessaire. Donc, simplement, une étude de Tronstadt en 88, alors Tronstadt c'est un endodontiste qui travaille beaucoup sur les résorptions. Et puis de ce qu'en 84, la compilation de tout ça, c'est de dire, ils ont regardé les résorptions apicales, c'est-à-dire verticales. Eh bien, oui, il y avait un effet de l'examen des forces orthodontiques dessus, puisque 30% des dents qui subissaient, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, des forces orthodontiques, présentaient des résorptions contre 3,4% uniquement sur les dents contrôle. Alors, il y a plusieurs explications là-dessus. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Les inflammations d'origine orthodontique, les résorptions inflammatoires d'origine orthodontique, eh bien, quelque part, vous les connaissez beaucoup mieux que nous. C'est surtout en surface, c'est-à-dire au moment où vous vous déplacez, si vous écrasez le sémentoblaste, que les sémentoblastes meurent, le sément meurt, eh bien, le sément, c'est le seul qui est capable de protéger les ostéoclastes d'aller dévorer la dentine. C'est ça le problème de la résorption. Un ostéoclaste, il ne fait pas la différence entre la dentine et de l'os. La seule chose qui va faire éviter qu'il aille bouffer la dentine, c'est parce que la dentine est protégée par du sément. Retirer le sément, et l'ostéoclaste, lui, il ne fait pas la différence. Sur le plan biologique, je peux vous assurer, c'est exactement la même chose. Ce qui est d'ailleurs difficile pour nous d'identifier la dentine dans une boîte de pétri. Est-ce que c'est de la dentine et de l'os? En fait, si vous mettez des cellules dentaires, on va dire qu'on a fait de la dentine. Si on met des cellules osseuses, on va dire qu'on a fait de l'os. Et c'est le même produit. Il y a la concentration phosphocalcique. On avait des gènes, des protéines, la dentine cyaloprotéine qu'on pensait spécifique. Walou, la dentine cyaloprotéine, vous la retrouvez dans de l'os comme dans la dentine. Et donc le sément protège ça. Et la preuve en est, c'est que vous retirez le sément, les ostéoclastes, eux, c'est finger in the nose. Sauf que dans la dent, il n'y a pas d'ostéoblaste. C'est-à-dire que l'homéostasie qu'on a dans l'os, c'est résorption à position. Là, vous avez résorption et walou. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, on a les petites résorptions où on a, c'est même pas forcément une résorption de remplacement, ça. C'est le sément, il y a des sémentoblastes, quand on a une petite résorption, il vient la combler. Et ça, vous ne la verrez jamais, celle-là. Vous ne la verrez jamais parce que la radio, vous voyez ce qui est minéralisé, c'est passé inaperçu. Par contre, quand vous commencez à avoir ça, mais ça, ce n'est pas un problème, c'est stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de résorption et qui a pu être stabilisé. Donc ça, vous allez le voir à la radio. Vous allez voir que c'est stabilisé, qu'il y a l'os qui re-rentre derrière, et si c'est stabilisé, eh bien, il y aura du sément. Alors c'est pour ça qu'on nous dit, dans les endodontistes, il faut mettre de l'hydroxyde de calcium, ça stoppe la résorption. Alors là, vous avez le droit d'y croire, parce que si le sément il a disparu, vous pouvez mettre de la chaux vive, du béton, tout ce que vous voulez. S'il n'y a plus de sément, de toute façon, la résorption, elle continuera. Alors, d'où ça vient? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a un profil génétique? On ne sait pas trop. Il y a des gens, des Américains endodontistes qui se sont abusés à faire des traitements orthodontiques sous AINS long cours. On ne sait pas ce qu'il en est devenu du cancer du duodénum de ces pauvres patients, mais eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup moins de résorption et puis qu'ils avaient moins mal. Tu m'étonnes. Prenez de l'Advil après le traitement en 10 ans, vous n'allez jamais avoir mal. Par contre, il y avait un effet inhibiteur sur les résorptions. Bon. Après, il y a un bénéfice coût-sécurité. Est-ce que ça vaut le coup de mettre les patients pendant 2 ans sous AINS, sous ibuprofène? Enfin, là, en l'occurrence, c'était de l'abuméthone, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà. Donc, mais simplement, ça prouve qu'en régulant, en contrôlant les processus inflammatoires, on arrive à stabiliser les choses. Alors, pareil, quand on fait une revue de la littérature, bien en fait, on se rend compte que c'est impossible, c'est inévitable quelque part. C'est une conséquence du déplacement. Il y a une compression. Les sémentoblastes de temps en temps, ils n'aiment pas trop. S'ils meurent et que le sément disparaît, il y a une résorption qui se fait. Et puis la sévérité, l'agressivité de la chose, elle est assez difficile à prévoir, elle est non prédictible. Et puis surtout, on a des variations individuelles majeures. Il y a des patients,
il ne se passera jamais rien, et d'autres, il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une composante génétique? C'est très difficile à dire. Il y a une étude que j'ai retrouvée avec les métalloprotéinases, mais les MMP, on en a tellement partout que c'est un peu facile. Néanmoins, ils sont allés voir l'influence donc sur la molaire de rat sur lesquelles on fait des forces. Elle est intéressante. C'est un bon modèle parce que les racines sont tellement divergentes qu'on a des fortes zones de compression et des moins fortes zones de compression pour un mouvement quand il est vraiment horizontal. Donc ça permet d'avoir sur la même racine, vous avez vu, j'ai bien lu, hein, et bien c'est différent sur la même racine d'avoir différents niveaux différentes idées de répercussion de la force. Bon, ils ont montré qu'il y avait une influence de MMP1 et catepsinka, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va mettre des anti-catepsinka ou anti-MMP1 en injection aux gens pour éviter qu'il y ait des résorptions? Je ne sais pas. Sur des phénomènes très agressifs, on a le droit de se poser la question, mais sur des petites résorptions apicales ou des mises à plat d'incisives latérales, je crois qu'il faut relativiser. Celles-là, par contre, elles me plaisent moins bien. Elles me plaisent moins parce que celles-là, elles ne sont pas d'origine mécanique. Et ça, c'est typiquement une résorption cervicale d'une incisive centrale. On la remarque très bien avec le fait qu'on voit encore la prédentine. Donc ça veut dire que c'est une résorption externe qui va s'internaliser. Eh bien, souvenez-vous, la seule porte d'entrée des ostéoclastes, c'est une lésion du sément. Et ce qui est intéressant... Non, c'est pas le brossage. J'ai une autre hypothèse, moi, qui est beaucoup moins sympa pour vous. Et en fait, on se remarque qu'elle est toujours très cervicale, à la limite du niveau juxtaosseux. Et l'autre jour, en fait, ça m'est venu à l'idée, il y a un an, quand j'ai vu un étudiant à la Pitié débaguer un patient avec la bague. Et il n'était pas très adroit, ça devait être le premier débagage, et de temps en temps, il dérapait. Vous savez que, je ne sais pas, vous avez une pince où vous passez sous la bague, puis vous appuyez sur le bord incisif. Et je me demande, alors je ne vous incrimine pas, mais c'est quand même assez systématique sur les incisives, et je me demande si, de temps en temps, quand on passe pas ce truc, si on passait pas un petit peu sous la gencive, et exceptionnellement, ah bah, je peux vous dire, celui que j'ai vu, il y allait. Mais vous savez, c'est un mouvement assez brutal, et il suffit de retirer. Le sément, c'est quelques microns, hein. Donc simplement racler. Si un patient est susceptible, je suis désolé, ne m'en veuillez pas, je cherche une cause. Je cherche une cause à ça. Néanmoins, c'est très problématique parce que c'est des dents qui très vite sont condamnées, qui nous obligent nous à avoir qui nous obligent à avoir des techniques. On est obligé de lever un lambeau pour mettre la digue, mettre du biocéramique à l'intérieur. En fait, on ne sait que stabiliser, on ne sait pas restaurer. Et la deuxième chose qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas leur mettre une biocéramique devant, ils n'aiment pas. Et donc, on est obligé de mettre des composites et le parodonte ne se réattache pas dessus. Donc, en fait, ce sont des dents où on est dans des défauts qui sont difficiles à gérer. Et alors je ne dis pas qu'on retrouve une cause orthodontique systématique, mais ça c'est une étudiante en ortho qui, pareil, qui avait trouvé, qui s'était fait faire un petit alignement tout simple, et alors pour le coup là, ça s'est déclenché en lingual. Et elle était, je crois que c'était une des dernières du Sexmo, et elle m'a dit c'est vraiment concomitant, alors ça la faisait vachement réfléchir, mais c'était bien, mais elle m'a dit c'est vraiment concomitant à mon traitement d'ortho. Donc voilà, je n'ai pas d'explication de ça. Bon, l'histoire, c'est que ça s'est bien passé avec les biocéramiques. Aujourd'hui, on arrive à bien stabiliser, mais c'est quand même, voilà, ça pose quelques questions. L'orthodontie, enfin vos mouvements, 3 minutes, non j'accélère. Les mouvements sur le traumatisme, le trauma et l'orthodontie, eh bien, en gros, si je peux vous résumer, vous pouvez faire de l'orthodontie sur des dents qui ont eu un trauma avec beaucoup de précautions sur les dents qui ont été expulsées, parce que là, en fait, la dent qui a été expulsée, c'est qu'on a une perte des sémentoblastes, enfin, vraiment le sément n'est plus de bonne qualité, et qu'il y a de toute façon des lacunes de résorption, et il y a un moment, quand vous avez tiré sur cette dent, ce sont des dents qui sont plus susceptibles aux résorptions radiculaires. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas, de recommandation stricte. Ça, c'est vraiment à vous mettre en accord avec le dentiste et de dire, là, il y a des fois, je dis, si vous pouvez éviter de tirer trop fort sur cette dent, je ne la sens pas bien. Et puis, des fois, il y a des dents que nous, on garde
garde en attendant la fin de croissance, parce qu'on sait que la dent va être extraite et que l'on va la remplacer par un implant. Et donc, c'est considéré dans la littérature comme un risque, un facteur de risque, mais qui n'est pas une contre-indication absolue. Et donc, voilà, ça c'est typiquement le type de dent, je vous demande de ne pas tirer dessus. C'est en fait une dent qui avait été réimplantée, donc vous les connaissez, hein, vous connaissez ces dents impactées. Et là, on fait ce qu'on appelle une technique de décoronation, c'est-à-dire qu'on va faire résorber la dent in situ pour faire du guidage chirurgical. Ça n'a rien à voir avec l'ortho, c'est parce que je l'ai fait la semaine dernière, j'avais envie de vous le montrer. Voilà. Et donc alors la dernière chose, et par contre c'est là où je suis sur un terrain qui est beaucoup plus à l'aise, il y a 4-5 diapositives là-dessus. Aujourd'hui, sur les dents traumatisées, vous savez que c'est un vrai problème, la dent traumatisée, parce que c'est des apex très larges, des parois dentinaires très fines, donc une dent qui est fragile, une dent qui est courte, et donc on ne sait pas, difficilement, on ne peut pas faire de la technique de Schilder et bourrer de la gutta là-dedans. Et donc on a 3 options, on a le coiffage pulpaire pour tenter la plexogénèse, de dire pourvu que ça continue, que la pulpe continue et survive. Mais ça, il faut que la dent soit vivante. Et quand la dent ne l'est plus, eh bien, on va faire soit de la plexification. Donc là, on se retrouve sur des dents courtes. Et quelque part, peut-être que vous devez adapter aussi votre traitement sur une dent qui est conique et longue par rapport à une dent qui est cylindrique et courte. Mais ça, c'est votre job et je pense que vous le faites très bien pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça risque de vous perturber un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que les procédures de revitalisation, c'est quoi ? Eh bien, voilà, ça, c'est une patiente qui est en fin de traitement d'ortho. Il y a eu cette lésion qui a été diagnostiquée à la fin du traitement. Bon, je pense qu'on a pu la diagnostiquer avant, mais ce n'est pas le problème. Dent immature ici, dent mature, patiente de 16 ans. On aurait pu faire une aplexification. On a fait ce qu'on appelle une technique de revitalisation, de régénération. Et donc, on a une cicatrisation de l'os. On a un pont ici. Il n'y avait rien, hein. Là, il y avait du pus. On a régénéré un tissu conjonctif à l'intérieur de la dent. L'idée, c'était de régénérer de la pulpe. Alors, comment on fait ? On désinfecte le canal. On le fait saigner en détruisant une zone qui s'appelle la papille apicale, où il y a des cellules souches, qui s'appellent des scapes. On fait remonter tout ça dans le canal. Et on obture la dent avec un caillot sanguin enrichi de cellules souches d'origine pulpaire. Et la nature est tellement sympa que, voilà, on fait un petit bouchon de collagène, on vient mettre une biocéramique dessus. Et donc, voilà, ça, c'est juste après le traitement. Et ça, c'est 4 ans après le traitement. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que la plexification est compliquée et que, moi, sur le plan biologique, ça m'intéresse. Surtout ça qui m'amuse. Par contre, au départ, on était parti pour régénérer de la pulpe en disant, mais des cellules souches pulpaires, on va refaire de la pulpe. Eh bien, c'est là où on a commencé à se dire, c'est peut-être pas comme ça que ça se marche. Parce que quand on régénère la dent, on a formé une dent, mais elle ne ressemble pas à une dent. Et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a des choses. Et donc notre rêve, c'était ça, c'était de régénérer de la pulpe pour avoir une palissade odontoblastique, pour épaissir ses murs, et puis de dire, voilà, je renforce ma dent, j'ai un allongement, un épaississement, et puis ça y est, on a fait de la magie. Eh bien, quand on va voir histologiquement dedans, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, on régénère non pas de la pulpe, mais on régénère, comme ça a été montré sur cette étude, eh bien on régénère un parodonte à l'intérieur de la dent. C'est-à-dire que, en fait, on amène un tissu on amène des cellules souches, on amène tout ce qu'il faut, des facteurs de croissance puisqu'on prépare la dent, on met un caillot sanguin et on régénère un tissu. Et comme finalement, la seule chose qui va se régénérer, c'est un tissu osseux. Donc on va avoir un ligament qui va venir. Je vais très très vite, hein, mais en gros, on va avoir du sément qui va se remettre à l'intérieur de la paroi radiculaire et on refabrique de l'os à l'intérieur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir vous adapter. C'est que les forces que vous aviez ici et ici, eh bien, elles vont se répercuter à l'intérieur. Et le risque de résorption est juste doublé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser avec ça parce que ces patients, ils arrivent en âge de traitement d'orthodontie, et moi, quand l'ortho, il m'appelle et me dit « je vais vous parler », je décroche pas. Je rappellerai. Parce qu'on ne sait pas. Et donc, on a publié, je faisais partie du groupe de travail la Société européenne d'endo a demandé à ce qu'on publie des guidelines quand même, en disant bon, vous faites un peu d'alchimie, expliquez-nous ce que vous faites. Donc on s'est mis à 7 là, avec des Allemands et des Belges. Je me suis dit, bon, et là, il est arrivé le problème de traitement ortho. Il n'y a rien écrit, hein, parce que personne ne va se mouiller. Alors il y a des choses qui se font. J'ai vu des traitements qui se sont faits et qui sont bien passés. J'ai vu 2 dégâts. Et donc, je n'ai pas d'explication, je n'ai aucune recommandation à vous donner là-dessus. On n'en voit pas tous les jours, je vous rassure. On est peu à en faire. Mais c'est peut-être une technique qui est amenée à se développer. Alors, pour terminer, donc, vous savez, les Américains, ils ont tous le take-home message.
pense que vous avez autre chose à faire à la maison que de parler dedans. Donc moi j'appelle ça le Tech Office Message. Et la première chose, c'est que la pulpe est traumatisée par les forces orthodontiques, ça c'est sûr, mais la plupart du temps c'est réversible. Et ça c'est vraiment typiquement de la pulpe, c'est un tissu qui est compliqué, on n'arrive pas à être comprise, même les endodontistes n'y arrivent pas, mais elle est sympa parce qu'elle s'adapte beaucoup. C'est un tissu conjonctif lâche. La deuxième chose, c'est que oui, vous avez des processus de résorption. La seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est de faire attention aux séments extra-radiculaires au moment où... alors, je ne sais pas si c'est vous, c'est surtout les parodontistes, mes problèmes, mais je ne désespère pas d'être invité un jour chez eux. Les minéralisations pulpaires, elles sont en relation plus ou moins directe avec les forces orthodontiques, ça j'en suis intimement persuadé, mais on va créer plus de pulpolite que de minéralisation liée à une surdentinogénèse. Et ensuite, faites attention aux nouvelles procédures endodontiques qui sont en train de vous développer, parce que vous l'avez vu qu'avant vous aviez de l'os à l'extérieur, et maintenant c'est intérieur, extérieur, c'est un package, et je vous remercie de votre attention.